Donc j'ai utilisé le terme lucidité donc un certain nombre de fois pendant cette retraite, et donc il faut voir ce que cela signifie. J'espère que cela traduit en français, parce qu'en anglais, lucidité, quand on regarde dans le dictionnaire, quelque chose qui est lumineux, brillant, clair, etc. Et donc, je n'ai pas de problème par rapport à ce que ça veut dire. Et donc, je l'emploie dans le sens du dictionnaire. Donc, nous, on a employé en français limpidité souvent. Et donc, le terme lucidité en anglais ou limpidité en français, c'est comme, par exemple, il y a une différence avec le fait de voir les rêves lucides. Les rêves lucides, c'est une expérience d'être dans le rêve et de savoir que vous êtes en train de rêver. La plupart du temps, la plupart de nos expériences, tant qu'on ne s'est pas entraîné dans les rêves lucides, on rêve et on ne sait pas que nous savons que nous rêvons. Et donc on ne réalise pas ce fait fondamental que nous sommes couchés dans notre lit et que nous dormons. Mais on pourrait, par exemple, être sur un bateau sur la Méditerranée, ou on pourrait, par exemple, faire faire un voyage, etc. Et donc, en fait, on ne connaît pas la réalité de ces images oniriques, parce qu'elles ne sont pas lucides. On rêve et on ne sait pas qu'on est en train de rêver. Donc, ce que nous devrions faire, c'est d'être lucide dans le sens d'être lucide, donc dans le sens original du rêve lucide. Il faut... Donc ça, on l'a employé aussi quand on revient à la lucidité, quand on a été vagabondé, etc. Donc c'est le même type de lucidité qu'on devrait avoir à l'état de veille. C'est ce que le Bouddha a dit. Il y avait un brahman qui voyait une empreinte de pas dans la poussière, et l'une des marques des pas du Bouddha, l'une des marques des Bouddhas, c'est que sur sa plante de pied, il y a une roue du Dharma. Et donc ça, c'est une empreinte de pas extrêmement unique. Donc dans la poussière, ce brahman a suivi ses empreintes dans la poussière, et ça l'a mené jusqu'au Bouddha. Et il a demandé, est-ce que vous êtes un deva, un dieu? Le Bouddha a dit non. Il a demandé, est-ce que vous êtes une réincarnation d'un deva, d'un dieu? Non. Est-ce que vous êtes un magicien? Non. Et donc, est-ce que vous êtes un homme? Non. Donc, ça semble avoir épuisé toutes les possibilités. Et donc, qu'est-ce que vous êtes? Le Bouddha a dit, je suis éveillé. C'est ce que nous devrions pouvoir répondre si quelqu'un nous demande qui nous sommes. Et la raison pour laquelle le Bouddha a répondu non à la question « Êtes-vous un être humain ?» c'est parce qu'il savait que s'il répondait oui, le brahman aurait pensé qu'il était un humain de la même façon que lui était un humain. Mais ce n'est pas la même chose, puisque le brahman n'est pas lucide, le brahman rêve, et le Bouddha est éveillé. Donc, à l'état de libération d'un Bouddha, il a toujours, bien sûr, un corps physique humain, mais son esprit est tellement différent, parce que ça aurait été une confusion que de dire oui. Et donc, être éveillé lucidement, être réveillé lucidement, on pourrait dire, c'est de reconnaître les apparences externes, internes, exactement pour ce qu'elles sont. Qu'elles sont des apparences mentales. Et qui n'ont pas, elles ne sont pas plus substantielles que les apparences vues en rêve. Et donc, vous pourriez dire que dans notre méditation, notre pratique de méditation,
on pourrait expérimenter une autre échelle de valeur qui est la lucidité. Il y a d'un côté la non-lucidité, de la même façon qu'il y a les rêves non lucides. Tout ce que vous prenez, vous le prenez pour un acquis. Vous le prenez comme une valeur sûre. Et donc, des endroits que vous n'avez jamais visités, etc. Tout cela, toutes ces apparences, vous les prenez pour argent comptant. Et donc, dans le rêve. Donc ça, c'est cette échelle de lucidité. Et dans l'autre bout de l'échelle de valeur, il y aurait la lucidité d'un Bouddha. Ou on appellerait un Vidyadhara, un détenteur de la sagesse primordiale. Donc, ils connaissent les apparences pour ce qu'elles sont au moment où elles sont. Et donc, ils savent qu'il y a des apparences semblables au rêve, même à l'état de veille. Il y a tous ces degrés en différents endroits tout au long de ce barème. Et donc, quand vous allez pratiquer par exemple, la mobilité, l'immobilité, le mouvement simultané. Quand vous faites la méditation sur le souffle, par exemple, vous allez essayer simplement de vous focaliser sur les sensations tactiles du souffle au niveau des narines et tout ira bien. Et soudainement, vous êtes distrait pendant quelques minutes dans un train d'association d'idées. Et vous vous réveillez spontanément, vous désengagez de ce vagabondage mental. Et vous ne vous souvenez même pas de chaque wagon de ce train d'association d'idées. Depuis le premier instant d'errance jusqu'à ce que vous vous réveillez. Ce dont vous vous souvenez, c'est peut-être la dernière image, comme quand vous vous réveillez le matin, vous vous souvenez du dernier rêve que vous avez eu. C'est le seul souvenir qu'on a, c'est le dernier scénario qu'on a eu. Donc ce serait plus proche de la non-lucidité. C'est très similaire au fait de rêver sans le savoir. Et parce qu'on n'est pas conscient du fait qu'on est en train de vagabonder. Si on était conscient du fait que notre esprit vagabonde, on va juste dire, ok, on revient sur le souffle. Mais vous n'êtes pas conscient. Et donc c'est comme la non-lucidité dans le rêve ordinaire. Et il y a un autre point, plus proche vers le milieu de ce barème, de cette échelle de valeur. Votre esprit est en train d'errer. Vous avez été distrait de votre objet choisi de méditation. Mais vous êtes conscient des apparences au moment où elles apparaissent. Donc, il y a juste le fait de suivre les apparences au moment où elles adviennent, qui mènent aux autres, celles qui suivent, etc. Et il y a ce train d'association. Et vous pourriez atteindre un point où, dans cet état de lucidité, quand vous êtes conscient de tout ça, vous avez par exemple 24 minutes de période, votre esprit erre, mais vous pourriez tout retrouver, la séquence entière, la première pensée qui mène à cette autre pensée, par exemple au chocolat, qui va mener à la Suisse qui mène vous souvenez de votre 27e anniversaire, etc. Donc cela vous ramène jusqu'au moment présent où vous vous êtes désengagé. Donc il y a aussi un barème, une échelle de niveau de lucidité. Et notre expérience jusqu'à maintenant, dans cette pratique de l'immobilité et le mouvement simultané, dans la pratique du shamatha, c'est difficile de généraliser ce qu'on peut expérimenter jusqu'à maintenant. Mais vous pourriez pratiquer cela, et beaucoup de gens ne l'ont pas. Il y a des gens, comme des étudiants d'Alan Wallace, qui ont pratiqué ces pratiques pendant des années. Et c'est une expérience assez commune pour les gens qui ont pratiqué cela pendant longtemps,
donc, ils n'ont pas vraiment l'expérience de l'immobilité du mouvement simultané. L'expérience, c'est une alternation la plupart du temps entre la conscience de la conscience d'absence d'apparence. C'est ce qu'on appellerait souvent. Quand on regarde, on cherche des apparences, on a déposé l'esprit dans son état naturel, on s'est dit, ok, les apparences, vous pouvez venir, je vous attends de pied ferme. Et donc, pendant sur le sou, je ne voulais pas vous voir, mais maintenant, c'est votre moment, c'est votre heure, et rien n'arrive. C'est le quoi? Non. Ah, ok. Merci. C'est les phénomènes cafards. Et donc, en Inde, c'est une image qui est connue. Par exemple, les cow-boys Rajasthani qui sont montés sur des chameaux, enfin des dromadaires. Et donc, ils arrivent au puits. Et donc il y a la fille, il regarde la fille qui est là, et son regard est tellement dirigé, peut-être parce qu'elle a soif, et donc, parce qu'elle a peur, elle s'enfuit, la fille qui est là pour servir de l'eau depuis. elle court loin. Et non, votre apparence mentale pourrait être un petit peu comme ça, un petit peu comme les cafards. Quand vous avez dans votre appartement, il y a un morceau de beurre, et vous partez au loin, et vous revenez, et vous allumez la lumière, et tous les cafards sont partis au loin. Ils sont disparus. Et donc, vos pensées pourraient être comme ça. Quand vous ouvrez la lumière de votre conscience, les apparences disparaissent. Et là, vous dites, ok, je vous attends de bien ferme. Et rien n'arrive. Donc, bien sûr, par la suite, dès que vous arrêtez de les chercher, elles reviennent et elles vous amènent vagabonder. Beaucoup de l'expérience de nombreuses personnes, c'est une alternance entre là où il n'y a pas d'apparence. Basiquement, c'est l'apparence, c'est la conscience de la conscience. Et les apparences surviennent, et instantanément, elles sont kidnappées. Et donc elles vous kidnappent, et elles vous emmènent vagabonder avec elles. Et donc c'est une alternance entre pas d'apparence et des apparences et la non-lucidité. Donc il n'y a pas d'expérience de mouvement et de tranquillité simultanée. C'est plutôt une oscillation entre les deux. L'une des choses que je suggère que vous pourriez essayer, ce qui vient là aussi de mon expérience, quelque chose qui a été validé avec des discussions, entre autres avec la Mahalan, au lieu de, jusqu'à maintenant, quand nous sortons de la distraction, spontanément, nous nous désengageons et on a été en train de vagabonder pendant un certain temps. Et donc, je vous ai dit de passer par ces 4 étapes du processus, de se désengager complètement, de se désagripper de l'objet de distraction, et puis de se réjouir d'avoir retrouvé la lucidité à nouveau, etc. Et donc, quand vous faites cela, vous brisez votre engagement par rapport à cette association de pensées distraites. Vous revenez à votre objet choisi, tel que le souffle au niveau des narines, etc. Maintenant, je vous demande de ne pas faire cela. Et au lieu de, quand vous découvrez
que votre esprit a été en train de vagabonder, reconnaissez d'abord que les apparences ne sont jamais le problème. Ce n'est pas par définition une apparence qui distrait. Le problème, c'est que vous n'étiez tout simplement pas lucide. Et donc ces apparences ont eu la possibilité simplement de vous kidnapper dans un rêve non lucide. Donc ce que vous devez faire, c'est laisser les apparences continuer et ne vous désengagez pas par rapport à elles, mais comme un assaisonnement de la soupe, apportez simplement un peu de lucidité, une poignée de sel de lucidité. Et donc, laissez le rêve continuer, mais soyez lucide. L'un des conseils clés pour les rêves lucides, et ça, c'est la raison pour laquelle Stephen LaBerge est un expert mondial, un pionnier dans les recherches sur le rêve lucide à Stanford University aux États-Unis. L'une des raisons pour laquelle il a invité Alan Wallace pour discuter sur les rêves lucides, c'est parce que Shamatha et Stephen LaBerge, dans cette discussion avec Alan à l'université de Stanton, ont reconnu que Shamatha était d'une importance pour la pratique des rêves lucides. Donc pour la plupart des gens, quand ils ont des rêves lucides, leur premier rêve lucide serait de dire « Ah, je suis lucide, je n'arrive pas à y croire, enfin !» Et donc, qu'est-ce qui arrive? On se réveille. Donc la raison pour laquelle Shamatha est si important, oui, très utile, dans la culture de la lucidité, c'est parce que c'est un équilibre entre la stabilité et la clarté. Et donc les deux choses qui peuvent aider quand vous découvrez que vous rêvez de manière lucide, c'est d'abord vous êtes tellement excité que vous vous réveillez. Et l'autre, c'est que, basiquement, vous avez perdu votre stabilité à cause de l'excitation. Et l'autre chose qui pourrait survenir, c'est que vous perdez votre clarté et vous, à nouveau, vous êtes non lucide. Et donc, c'est un équilibre extrêmement raffiné entre l'excitation et le laxisme que vous essayez de maintenir dès que vous découvrez que vous devenez lucide. Et vous ne retournez pas dans la non-lucidité et vous ne vous réveillez pas. Si vous pouvez maintenir cela, à ce moment-là, vous êtes capable d'abord de reconnaître que vous êtes en train de rêver et vous en profitez. Donc cela nous ramène à la pratique du shamatha. Donc dès que vous voyez que votre esprit était en train d'errer, vous avez eu l'expérience d'alternance entre pas d'apparence et des apparences qui vous distraient et qui vous emmènent vagabonder. Et maintenant vous vous réveillez de ce vagabondage. Ne les envoyez pas au loin en disant « Ah, je suis lucide à nouveau ». Et les apparences vagabondes se dissolveraient. Non, laissez-les continuer, mais demeurez lucide, devenez lucide sans les faire partir au loin. Pour ce moment-là, vous allez véritablement expérimenter l'apparence et le mouvement et les mobilités simultanées, parce que les apparences vont continuer de s'écouler. C'est juste un flow. Un flow, par exemple. Vous êtes en train de rêver et là, vous êtes complètement lucide. C'est-à-dire que vous voyez cela pour ce que c'est exactement. C'est-à-dire vous reconnaissez simplement cela comme des apparences mentales. Et donc, vous n'avez pas besoin de sombrer dans la non-lucidité et vous ne les faites pas partir au loin, dans le sens où vous n'auriez que la tranquillité et pas le mouvement.
Donc c'est ce qu'on essaye d'avoir. Le point principal de cette pratique, c'est d'essayer d'identifier cet équilibre où vous pouvez en même temps être tranquille et au milieu du mouvement. Par exemple, de la même façon que vous avez vous avez le phare, par exemple. Le phare. Et donc le phare, il reste tranquille et il y a pourtant les vagues qui viennent s'écrouler contre lui. Et donc c'est cette lucidité qu'on devrait essayer d'avoir. On observe tout simplement ces apparences qui adviennent pourtant et on essaie d'utiliser cette lucidité et au milieu de ces apparences et pour examiner leur nature. C'est comme ça qu'on peut commencer vraiment la pratique de Vipassana demain. Donc la capacité d'être lucide pendant le rêve peut être extrêmement utile. Le Lama Alan dit que le rêve lucide lui-même n'est pas une pratique du Dharma. Vous pouvez l'utiliser pour faire le yoga du rêve et donc là, à ce moment-là, vous obtenez une pratique du Dharma. Mais le rêve lucide lui-même, il y a des centaines de personnes qu'il a rencontrées dans les ateliers de pratique. Elles n'ont pas des réalisations que transformatrices. Mais quand vous utilisez dans votre contexte du Dharma et que vous pratiquez les rêves lucides, dans ce cas-là, ça peut avoir un impact extrêmement significatif dans votre transformation. Et la raison, c'est que quand vous êtes lucide dans le rêve, vous pouvez alors aller directement dans l'expérience de veille et voir que les images, les apparences dans l'état de veille sont exactement de la même façon que le rêve, que les apparences du rêve. Et dans le Dzogchen, la plupart des pratiques du Sutrayana, on dit que l'état de veille, c'est comme un rêve. Dans le Dzogchen, non. Le rêve est... l'état de veille est le rêve. Et il n'y a pas de différence du point de vue des apparences entre les apparences dans l'état de rêve et les apparences à l'état de veille. Et donc, les états eux-mêmes divergent, ces deux états, mais les apparences, la nature des apparences est exactement la même. Et donc, les rêves lucides peuvent vous aider à réaliser que ces apparences, qui semblent si réelles, si tangibles, vous pourriez les toucher, sont tellement extérieures, ont une existence tellement indépendante de mon esprit que ne sont rien d'autre, elles ne sont pas plus substantielles que les apparences vues en rêve. Et donc là, souvenez-vous de cette citation de Gyatso Rinpoche, de la voie spacieuse vers la liberté. Il dit, l'éveil n'est rien d'autre que la nature de votre esprit. Il pourrait être imprégné des élaborations conceptuelles, et c'est l'état d'esprit du samsara. Un état d'esprit libre d'élaboration conceptuelle et libéré. C'est exactement ce qu'on devrait faire, c'est essayer de reconnaître que toutes ces apparences que je vois sont dépendantes des conceptualisations, des élaborations conceptuelles. Et donc tout ce qui apparaît dans mon esprit maintenant ne sera pas trouvé dans le monde extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monde extérieur, mais l'expérience que j'en ai de ces apparences n'existe nulle part dans l'univers ailleurs que dans mon esprit. Donc il y a une relation dépendante, un entrelac entre ce que j'expérimente et le monde physique et matériel. L'expérience elle-même, même la couleur verte qui semble
tellement dans l'herbe, dans les arbres, dans les feuilles. Simplement les regarder, vous voyez, et vous posez la question, est-ce que c'est la couleur verte que j'expérimente, est-ce qu'elle est véritablement dans les feuilles d'arbre, est-ce qu'elle est dans l'herbe? Est-ce que la couleur verte, est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que c'est les neurones? Est-ce que ce sont les photorécepteurs dans les yeux? Est-ce que le rêve, le vert est quelque part dans le cerveau? Non, il n'existe que dans l'esprit. Ce sont des des qualia, ce sont des qualia. Merci. Donc ces qualia n'existent pas en dehors de l'apparence. Elles sont que des apparences. Donc les rêves lucides peuvent nous aider. On peut le comprendre conceptuellement, intellectuellement, mais on peut en avoir une expérience directe très facilement. Je me souviens de l'un de mes tout premiers rêves lucides, il y a 16 ans à peu près, vers la fin de ma première retraite de Vajrayogini d'un mois en solitaire. Je ne voyais personne. J'étais dans le désert de l'Arizona. Et vers la fin de cette retraite, j'ai eu un rêve le matin. Et donc, je n'ai pas réalisé que c'était un rêve. Il y avait des figures de clowns, un peu comme le Joker dans Batman. Et donc, c'était effrayant dans ce rêve. Mais je ne réalisais pas que j'étais en train de rêver, parce que j'étais lucide. Et donc je ne savais pas je n'avais pas entendu parler, enfin j'avais entendu parler de ça bien sûr, mais je n'avais pas l'expérience des rêves lucides. Donc j'ai réalisé, tiens, je suis réveillé. Et donc là, c'était juste des images de rêves. Et donc je savais que j'étais en train de réveiller, que j'étais réveillé et que je ne devais pas rêver. Et donc, en fait, je pensais que j'étais un peu dingue. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui se passait mal dans ma retraite. Et donc, je me suis dit, mais c'est ce que ma retraite m'a fait. Ça m'a rendu dingue. Et donc, je me suis souvenu distinctement. Mais ça doit être le nouveau normal. La nouvelle condition normale. La nouvelle normalité, ce sera ma condition pour le reste de ma vie. Et donc je sais que je devrais être réveillé. Je n'ai aucun contrôle sur la réalité que j'expérimente. Et je me souviens avoir voulu me réveiller, je ne pouvais pas. Et je savais que j'étais réveillé, en fait, que j'étais lucide, et je voulais que ce rêve disparaisse, et il ne disparaissait pas. Et donc pendant plusieurs minutes, je me suis réveillé de ce rêve lucide. Et la chose intéressante, c'était que comme j'étais encore en retraite, il y avait dans le désert, il y avait une roche. Et je pouvais voir 80 miles, 120 kilomètres, quelque chose comme ça. Et je pouvais voir tout cela, c'était une image de rêve. Je voyais voir les pics montagneux à une distance que je connaissais très bien parce que je suis allé dans ce désert extrêmement fréquemment. Et donc je voyais que tout cela avait la même texture que les visages de clowns. Et que ça m'a donné cette expérience. Et donc, il y avait une expérience d'existence dépendante, l'existence de la production dépendante, voyant les choses exactement, ces apparences qui semblent tellement externes, dépendent de ma désignation conceptuelle, et qu'il n'y a rien d'autre que votre propre apparence mentale. Les rêves lucides peuvent être extrêmement utiles pour ça.
Il vous aide à avoir l'expérience de réaliser que toutes ces apparences ne sont pas plus substantielles que le rêve que vous venez d'avoir. Et donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'avez, que vous ne serez plus jamais illusionné, etc. Mais c'est très utile. Maintenant, Gyatso Rinpoche dit, l'esprit imprégné d'élaboration conceptuelle, c'est l'esprit du samsara. Et l'esprit libre de l'élaboration conceptuelle est libéré. Et donc l'esprit imprégné d'élaboration conceptuelle, c'est samsara. Et donc il y a une question pour vous. Et donc on dit que la sagesse qui est dite primordiale, c'est pas grave si vous ne trouvez pas dans le texte, c'est le samsara, et dit être sans commencement. Donc la question est, est-ce que le samsara a débuté en même moment que votre conscience primordiale? Parce que le samsara est sans début. Ou est-ce que le samsara peut-être a commencé il y a 13 milliards d'années avec l'évolution de cet univers? Et cette planète Terre, c'est le samsara. Et tout un chacun qui est né sur cette planète serait né dans le samsara. Et donc, c'est la façon dont on peut le voir. Être né en France, être né dans un royaume. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes né là en France? Est-ce que ça veut dire que vous êtes né dans le monde des Devas? Ou naître en Syrie, ce serait naître dans le samsara? Ou quelque chose comme ça? Et donc, même si les deux sont le samsara, mais on pourrait dire, par exemple, les Devas, les enfers, etc., pourraient avoir une résonance. Est-ce que le samsara, c'est un endroit? Mais s'il n'a pas de nature physique qui a commencé dans le temps, et donc, quand a-t-il commencé? Et donc, il a dit être sans début. Est-ce que ça veut dire qu'il est éternel? Nous savons qu'il y a une fin au samsara. Mais on dit qu'il est sans début. Est-ce que ce samsara sans début a-t-il commencé avec la conscience primordiale sans début? Est-ce qu'il y a un samsara générique, un samsara là à l'extérieur? Et moi, je suis né dans ce samsara-là à l'extérieur, et il y a d'autres personnes qui naîtraient dans ce même samsara-là à l'extérieur, et on aurait beaucoup de choses en commun, mais ce serait un samsara là, générique à l'extérieur, et qui produirait ma souffrance. Cela advient parce que le samsara là à l'extérieur, je suis né dedans, et donc il y a la souffrance là. Je suis né, je vieillis, je suis malade et je vais mourir. Tous les problèmes qui s'en suivent. Est-ce que c'est ça le samsara? Ou est-ce que votre samsara est dans votre esprit individuel, quelque chose qui n'est pas extérieur, dans lequel vous auriez pris renaissance? Est-ce que votre samsara est-il créé par le premier moment du substrat, qui a été ensuite élaboré par la conceptualité ou la conceptualisation? Le samsara est une affaire unique, c'est votre samsara, produit par le mûrissement karmique de votre substrat. Lequel vous
vous semble le plus vrai? La plupart des sages disent que le samsara est individuel, il est coémergent avec mon esprit. Et ici, ce que tous les êtres qui partagent la pièce pourraient être éveillés. Je pourrais être la seule personne qui n'est pas éveillée. Je pourrais être le seul être ordinaire ou samsarique, et vous seriez juste vous paraîtriez être des êtres ordinaires parce que je n'ai pas le karma de vous voir sous votre forme éveillée. Et c'est très possible qu'il y a des êtres ordinaires éveillés autour de nous dans ce même espace, puisque l'espace n'est pas le samsara, c'est mon esprit conceptuel qui engendre le samsara. Et donc comment est-ce qu'il fait cela? Est-ce qu'il le fait une seule fois et ça suffit pour que le samsara soit créé, ou est-ce qu'il le fait moment après moment, engendrant le samsara continuellement? Parce que c'est moment après moment, instant après instant. Ça veut dire que c'est temporaire. Ça veut dire qu'il a une fin. Il peut être interrompu aussi. Et donc on pourrait avoir un état d'esprit samsarique aujourd'hui, et ce soir, et demain. Mais ça pourrait être cet après-midi. On pourrait avoir un intervalle. On pourrait cultiver un moment après un moment la libération au travers de notre pratique méditative de cet après-midi, par exemple. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est le samsara est créé moment par moment par l'esprit conceptualisant. On peut se libérer de l'état d'esprit qui conceptualise. On serait dans la libération pour être lucide et se réveiller à ce même moment et expérimenter la libération. Dans ce moment, on pourrait se réveiller maintenant. Ça ne veut pas dire que le samsara et l'esprit, en fait, l'esprit qui conceptualise peut revenir à nouveau. Mais vous pouvez expérimenter cela. Vous pouvez avoir des moments brefs ou des longs moments. Mais quand vous êtes parfaitement lucide, les apparences qui surviennent, vous les voyez comme étant des apparences oniriques. Vous les savez pour ce qu'elles sont. Elles ne vous kidnappent plus et vous ne sombrez pas dans la non-lucidité, vous n'êtes pas distrait, vous n'êtes pas dans le laxisme et vous savez exactement ce qui se passe. Je médite, j'observe avec ma conscience claire et lumineuse les apparences mentales qui surviennent dans mon esprit. Et c'est tout ce qu'il y a. Elles viennent et elles vont. Elles surviennent, elles demeurent et elles se dissolvent. Et quand vous les observez de cette manière, il n'y a pas de samsara dans ce moment. Parce que vous êtes lucide, vous êtes éveillé. Et donc quand le samsara a-t-il commencé? Si c'est le cas, que le samsara est créé et moment par moment, quand a-t-il commencé? Et donc, est-ce que si on se demandait quand les rêves non lucides ont commencé? Par exemple, vous êtes au cours d'un rêve non lucide et vous vous demandez, mais quand a-t-il commencé ce rêve non lucide? Est-ce que vous pourriez le souvenir d'abord? Non. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas lucide. Si vous aviez été lucide, vous saviez que c'était un rêve, vous auriez été lucide dès le départ du rêve. Et votre lucidité, là, commence à un certain point dans le rêve. Mais vous ne pouvez pas savoir quand, tout d'abord, il y a eu le début de ce rêve non lucide parce que vous n'étiez tout simplement pas présent à cela. Et vous ne pouvez pas vous souvenir de quelque chose dont vous n'étiez pas conscient dès le départ. Quelque chose qui n'est pas connu, vous ne pouvez pas dire que ça existe. C'est exactement ce que Heisenberg dit quand il parle. C'est un personnage éminent de la physique quantique qui dit « N'attribuons pas de l'existence à ce qui est inconnaissable et dès le départ. » Ou en principe,
Donc c'est ce qu'il a répondu à quelqu'un qui a dit quelle est la nature de la réalité non configurée avant que l'équation des cordes extrait quelque chose de cette grande soupe pour en faire quelque chose de réel. Quelle est la nature de ce monde avant l'observation? Il a dit c'est inconnaissable avant l'observation. Donc ne dites pas que ça existe. Ce n'est pas, il ne faut pas attribuer l'existence à quelque chose qui en principe est inconnu. Et donc cela ressemble beaucoup au Madhyamaka, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez jamais savoir, vous ne pouvez jamais vous souvenir de quelque chose que vous n'avez pas connu dès le départ. Et donc au Canada, il y a quelques semaines, je guidais une retraite d'un mois et j'utilisais mon ordinateur. C'est mon téléprompteur. Et donc je garde mes notes là, et je peux les lire. Et donc à cette retraite, à ce centre de retraite, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait juste une maison où il y avait l'énergie solaire. Et donc un soir, je suis allé dans cette maison et j'ai branché mon computer, mon PC, pour le charger pour le lendemain. Et donc on avait aussi un problème de souris dans cette maison. Et donc ils avaient mis des notes à la porte. S'il vous plaît, souvenez-vous de fermer bien la porte parce que les souris vont aller là. Et donc je pensais et donc ils pensaient que c'était moi qui laissais la porte ouverte. Ils m'ont mis un post-it sur mon sur mon PC. Ils ont dit veuillez fermer la porte correctement. Et donc j'étais très précautionneux à chaque fois que je fermais la porte. J'étais conscient que je fermais la porte et je faisais sûr qu'elle était fermée. Et j'entendais le clic et je disais OK. Et là, ce n'est pas moi. Donc j'ai pu aller à la maison et dormir tranquillement avec l'esprit tranquille. Et une nuit, je suis allé brancher mon PC. Et donc, je suis passé en dehors de la porte. Et parce que j'étais extrêmement conscient de me souvenir de la porte à fermer, je me disais, j'avais une pensée. La pensée est venue de mon esprit. Est-ce que tu as vu la lumière verte du PC? Ça voulait dire que mon PC était chargé. C'était juste la question qui est venue dans mon esprit. Est-ce que tu as vu la lumière verte? Et j'ai pensé, je n'ai pas de souvenir de cette lumière verte. Si parfois vous pourrez vous dire, OK, il y a la lumière verte, vous savez que c'est OK. Mais je n'ai pas le souvenir de cette lumière verte. Et donc je suis revenu dans la pièce et il y avait il y a une multiprise. Merci. Et donc il y a un switch dessus, il y a comment ça s'appelle? Et donc en fait là, elle n'était pas on. Et donc je n'avais pas vu la lumière verte. Et donc je ne pouvais pas m'en souvenir parce que je ne l'avais jamais vue. Et donc c'était comme ça en fait, le samsara est comme ça. Le samsara est comme ça. C'est simplement inconnaissable par principe, puisque on n'était pas conscient de cela. Quelle est la base du samsara? C'est le substrat. Quelle est la caractéristique distinctive du substrat? Il y a juste une base à partir de laquelle toutes les apparences surviennent. Mais cette base du substrat, elle est inconsciente. Quand c'est le substrat, c'est la base inconsciente. Et donc, c'est juste l'inconscience et qui nous projette dans le samsara. Et donc, c'est la source de notre samsara. Ça commence vraiment avec Klishta-manas. Vous vous souvenez dans ce tableau, il y a l'involution, vous avez le substrat,
la conscience substrat, pas de problème jusqu'à maintenant. Il n'y a pas d'illusion jusqu'à maintenant. Mais dès l'instant où vous avez Klishta-manas, le mental affligé, la lamentation affligée, le sens de « je suis », et donc cela distingue, cela distord la réalité en deux parties, le sujet ici et l'objet là-bas. Et dès qu'on a cela, et qu'on est inconscient que le sujet et l'objet sont les mêmes, les apparences de l'objet et les apparences du sujet sont les deux juste des apparences qui adviennent dans l'esprit. Ce sont des apparences onériques, objets et sujets qui seraient différents. Et donc la façon dont le samsara commence, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est là, qui serait là, en indépendance par rapport à moi, sans dépendre de moi. L'apparence, l'objet est différent du sujet. Ça, c'est le premier moment du samsara. Et puis vous vous identifiez avec ces apparences. Vous les externalisez et vous les réifiez comme existant de manière inhérente, indépendante de moi. Et ensuite, vous avez le... Vous avez quoi? Ah, une fronde. Ah, merci. Une fronde. Ou non, c'est un lance-pierre. Un lance-pierre. C'est un lance-pierre qui envoie au loin quelque chose qui est supposé être extérieur. Et donc c'est ça, le samsara, ça commence avec l'inconscience, l'inconnaissance. Et comme l'inconnaissance est inconnaissable, le samsara est sans début. Donc ça ne veut pas dire qu'il soit primordial, ça ne veut pas dire qu'il ait commencé avec l'origine de la conscience. Mais il commence à chaque moment où vous êtes inconscient que cette division moi-autre est simplement une apparence onirique. Et c'est la racine du samsara. Ensuite, la beauté de cette approche pour développer shamatha, c'est que c'est l'antidote précis pour empêcher le samsara dès le départ de commencer. Et non parce que vous apportez la conscience lucide aux apparences dès qu'elles surviennent. Et donc, il y a toujours la conscience et vous les voyez pour ce qu'elles sont. Et surtout, vous le voyez comme étant vrai quand vous commencez les pratiques de shamatha. Quand il y a la fusion de shamatha et de vipassana, ce n'est pas quelque chose qui est totalement séparé de shamatha. Ces pratiques de shamatha et de vipassana ne sont pas totalement séparées. Dans de nombreuses traditions, vipassana, c'est une méditation analytique qui utilise le raisonnement, qui amène à des conclusions, etc. Et ici, c'est toujours fondé sur l'observation directe de shamatha, et vous allez voir ces apparences pour ce qu'elles sont, qui est simplement, ce sont des apparences de l'esprit, qui sont les manifestations créatives de l'esprit, et non pas d'existence extérieure. Les apparences elles-mêmes n'ont pas d'existence extérieure, elles n'ont pas plus de substance que des apparences vues en rêve. On va faire une pause, et à 2h30, on revient, et on va faire une autre session de mouvement et tranquillité simultanée.